Il y a par exemple une personne qui a fait une vidéo très intéressante là-dessus, une toute courte vidéo, j'ignore son nom, où elle explique que c'est quand même incroyable qu'on ait poussé les gens à se faire injecter sous couvert de solidarité. Et puis quand les gens ont des effets secondaires, ceux qui ont été injectés, quand ils ont des effets indésirables avec ces injections, il n'y a plus de solidarité du tout. Or, toutes ces personnes qui sont allées se faire injecter, elles n'étaient pas anti-vax, alors je mets des guillemets, puisqu'elles sont allées le faire. Donc ça n'a pas vraiment de sens, en fait, ce qui se passe là. Et c'est vrai qu'il y a une vraie omerta qui est mise là-dessus. Donc moi, j'ai eu envie de percer un peu cette omerta en proposant à des personnes publiques ou qui ont accès à un public de devenir parrain ou marraine d'une personne malade suite aux injections. Salut tout le monde, bienvenue sur Nexus et aujourd'hui nous sommes avec Cécile Maïchak, quelqu'un de très actif sur le terrain que vous connaissez peut-être pour, voilà, elle avait fait un grand événement en 2021, fin 2021, avec le Doctoton à l'époque, qui soutenait notamment les soignants qui étaient suspendus pendant le pass sanitaire lors de cette période très floue de crise politique citoyenne. Et depuis, elle est toujours aussi active sur le terrain. On va pouvoir parler de solutions, d'émancipation, de comment les personnes peuvent reprendre en main leur pouvoir politique. Elle a aussi toujours son média qui s'appelle Dosumani, dorénavant, après avoir été attaquée par Doctissimo, je crois, une histoire sans queue ni tête. On en parlera tout à l'heure. Ah oui, c'était peut-être pas Doctissimo, c'était qui? Doctolib. Ah, c'est Doctolib. Ah, moi, j'ai cru que c'était le média de Laurent Alexandre. Non, c'est Doctolib. Incroyable. Bon, bah, tu fais bien de rétablir la vérité. Et voilà, et dessus, enfin, la vérité. Et dessus, moi, ce qui me fascinait, et j'ai dit à Cécile, je veux absolument qu'on en parle aujourd'hui, c'est ce mouvement de parrainage qui a commencé depuis cette année 2025, qui a été lancé lors d'un congrès à Vierzon, où beaucoup de victimes, finalement, de ces politiques de 2020, 2021, 2022 se sont retrouvées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de victimes des vaccins qui ont une attestation de pharmacovigilance qui dit oui, ça commence à tomber, on sait que leurs maladies parfois extrêmement graves, certains ont la maladie de Charcot comme Mélanie Mopa qui est en train de mourir, elle ne va peut-être pas finir l'année, certains sont déjà morts et ne pourront pas avoir d'attestation de pharmacovigilance. Elle va nous en parler. Cécile Maïchak a donc lancé un mouvement de parrainage où des personnalités publiques, moi j'en fais partie sans être une personnalité publique, mais des personnes qui, on va dire, exposent leur travail à l'écran ou de manière différente. Il y a aussi Farid qui est humoriste, qui est avec nous dans le live, Farid à l'Ouest. Bref, les gens soutiennent ces victimes d'effets secondaires, c'est pour montrer les personnes qui agissent sur le terrain et pour montrer ces personnes qui aujourd'hui appellent les autorités à venir au moins enquêter, c'est ce qu'on dit, puisque les médias disent tout de suite, il n'y a pas d'effets secondaires, il n'y a pas de vaccin, on ne peut pas savoir la vérité s'il n'y a pas d'enquête. Alors, libérons la parole. Cécile Maïchak, bravo pour votre boulot, je le dis en début d'émission. Voilà, je vous donne la parole. Merci Romain, merci beaucoup. Mais donc oui, les parrainages, ça a été, c'est une petite idée qui est venue comme ça. C'est ce que j'ai dit au départ, je l'ai annoncé comme ça à Vierzon. J'ai une petite idée, je vais le présenter, puis finalement ça devient autre chose qu'une petite idée parce que visiblement ça rencontre quand même pas mal je veux dire de succès, mais l'idée c'est pas d'avoir du succès. L'idée c'est que on parle des personnes qui ont des effets indésirables, qu'on parle de ces personnes, qu'on fasse savoir que ces effets indésirables existent, qui sont parfois très, très, très graves, et aussi que les personnes qui souffrent de ça n'ont aucun soutien du monde médical ou du monde politique, n'ont aucun soutien, ne sont pas reconnus. Il y a par exemple une personne qui a fait une vidéo très intéressante là-dessus, une toute courte vidéo, j'ignore son nom, où elle explique que c'est quand même incroyable qu'on ait poussé les gens à se faire injecter sous couvert de solidarité. Et puis quand les gens ont des effets secondaires, ceux qui ont été injectés, quand ils ont des effets indésirables avec ces injections, il n'y a plus de solidarité du tout. Or, toutes ces personnes qui sont allées se faire injecter, elles n'étaient pas anti-vax, alors je mets des guillemets, puisqu'elles sont allées le faire. Donc ça n'a pas vraiment de sens, en fait, ce qui se passe là. Et c'est vrai qu'il y a une vraie omerta qui est mise là-dessus. Donc moi, j'ai eu envie de percer un peu cette omerta en proposant à des personnes publiques ou qui ont accès à un public de devenir parrain ou marraine d'une personne malade suite aux injections. Donc c'est un parrain ou une marraine, une personne malade. Voilà, c'est un et un.
a priori en tout cas. Et ça fonctionne assez bien. On a une 30aine de parrainages à ce jour qui sont en place, oui. Et alors que jusqu'à où ça peut aller, ce mouvement-là? Quelle visibilité ça donne justement à ces victimes? Est-ce que vous comptez aller jusqu'à amener des parrains, des marraines avec leurs filleuls devant l'ordre des médecins pour essayer de faire bouger les choses? Voilà, quelle est l'énergie de ce mouvement aujourd'hui? Alors la première intention, c'est une intention de communication. Donc c'est une action de communication. Point. C'est ce qui est la première intention, c'est celle-là. Donc c'est-à-dire que l'idée, c'est de communiquer sur les effets indésirables via les parrains et les marraines. Donc ça veut dire qu'un parrain ou une marraine s'engage à communiquer sur son ou sa filleule. Et c'est pour l'instant tout ce qu'on demande. C'est tout ce qui est demandé aux parrains ou marraines. Après, il n'y a pas donc d'intention d'aller au-delà de ça pour l'instant. Ça peut venir parce que toutes les idées sont les bienvenues, bien sûr, et parce qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à faire des démarches avec leurs filleuls, les accompagner, par exemple, parfois chez un médecin, ou faire des émissions comme vous l'avez fait. Donc il y a des démarches qui naissent à partir de là. Il y a par exemple une artiste peintre, Isa Sator, qui est marraine aussi, et elle a proposé de faire une toile de sa filleule et de parler dans ses expositions de sa filleule qui sera sur cette toile. Donc il y a beaucoup d'idées comme ça qui naissent. Pour l'instant, la seule et unique intention, c'est une action de communication. Voilà. Après, il y a souvent des liens beaucoup plus forts qui se créent et qui naissent entre les parrains ou les marraines et leurs filleules. Et c'est intéressant hein, ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai pas rebondi dessus, mais quand vous rappelez justement que ces gens-là sont critiqués, les victimes sont critiquées par les médias mainstream d'être des anti-vax, ce sont des personnes qui ont fait le vaccin. S'ils ont aujourd'hui des effets secondaires avérés par la pharmacovigilance, ce sont des personnes qui ont fait le vaccin. Donc on se rend compte de toute la bêtise qu'il peut y avoir dans le traitement de l'information aujourd'hui. Moi, j'appelle beaucoup en tant que journaliste, là, tant qu'on est en début d'émission, j'appelle les médias jeunes, vraiment, qui peuvent tomber sur une vidéo comme celle-ci, d'aller. Il y a des médias jeunes qui marchent très très bien aujourd'hui. On pense au Crayon, à Combini, à Légende. Je sais, en travaillant avec AA Victime, un collectif de l'Allier qui est dans toute la France, qui est un des collectifs représentant ces victimes qui a le plus de victimes qui ont malheureusement ces attestations, qui ont fait un mail à Légende pour pouvoir justement participer à cette émission, puisque les jeunes ne parlent pas de ce sujet-là, et il faut pouvoir se l'approprier pour aujourd'hui voir la douleur quand on entend la Mopa parler de sa fille qui est en train de mourir. Ça retourne l'estomac. Il n'y a pas que lui. Non, il n'y a pas que lui. Je pense que... Alors, je vais peut-être dire une bêtise. Je demande pardon à Mathieu si je me trompe, mais je pense que dans l'association à victimes, ils ont à peu près 400 membres, 400 ou 500 membres. Et parmi ces 400 ou 500 membres, il y a une 50aine de personnes avec Charcot. Hein. Charcot qui est une maladie rare. Ça n'a pas de sens, en fait, que ça apparaisse comme ça. Et ce que je voulais dire aussi, et c'est très dur, donc c'est une maladie qui tue petit à petit, mais alors que la personne garde son esprit intact. Donc ça veut dire qu'elle se voit diminuer, partir, fondre comme une bougie. C'est vraiment très très dur. On est allé chez Mélanie Mopa rencontrer son papa et sa maman avec le parrain de Mélanie, donc Stéphane Cuvelier. Mais c'est incroyable. Moi je l'avais vu Mélanie avant ça et c'est vrai que je l'ai vue comme si elle fondait quoi. C'est incroyable cette maladie là. C'est très très dur. Et ce que je voulais dire aussi, autre chose, c'est que si c'est avéré par la pharmacovigilance, avec tout ce qui est fait pour que rien ne soit reconnu, pour qu'on fasse silence autour de ce phénomène gravissime des effets indésirables de cette injection. Si c'est avéré, c'est que, enfin là, il n'y a plus rien à dire, je veux dire, mais il y a encore des gens qui parviennent à dire ça n'est pas vrai, alors que c'est avéré par la pharmacovigilance. J'ai vu, je ne sais plus dans quel pays, je me demande, c'est pas en Italie, mais je suis pas certaine. Il y a des vaccins qui sont sortis il y a très peu de temps. C'est pour le chikungunya, donc c'est pas en Italie, mais qui sont sortis. Il y a eu, je me demande si c'est pas 3 personnes qui ont eu des effets secondaires graves, 3. Et on a retiré le produit. Et là, on a en juin 2023, il y avait à la NSM 200 000 effets indésirables déclarés, dont 50 000 graves. Et
on continue, quoi. Je veux dire, ça continue. Donc il y a vraiment un problème. Alors je peux comprendre que vu les décisions qui ont été prises, c'est difficile à reconnaître aujourd'hui, mais il faut quand même le faire parce qu'il y a des gens qui sont en grande souffrance et des familles qui sont en très très grande souffrance. Ça déchire des familles aussi. Je pense à Macha qui m'expliquait que donc elle va déménager bientôt et elle m'expliquait qu'elle a personne pour l'aider à déménager. Tout le monde lui a tourné le dos depuis qu'elle est malade. Donc c'est très très dur en fait pour les gens ce qu'ils vivent là, c'est vraiment très dur et ils ont cette étiquette d'anti-vax. Je me demande si c'est pas à Julia qu'on a dit qu'elle était une complotiste sataniste. Enfin ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens et ce sont des gens, je rappelle, qui se sont fait injecter ce produit. Donc ça veut dire que ce sont pas des gens qui étaient contre. C'est important de le rappeler en effet. Moi, complètement. Marie, que je parraine, justement, que j'avais rencontré à travers les Navigants Libres, qui sont un collectif justement de pilotes d'avions, pilotes de ligne, stewards, hôtesses de l'air, et qui justement avaient dû, pour diverses raisons, se faire vacciner pour garder leur métier, et qui en fait ont fait énormément parfois des crises cardiaques en l'air dans des situations où c'est abominable. Quand c'est un pilote de ligne, par exemple, il y a eu des cas extrêmement compliqués où en plus les pilotes de ligne me disaient mais on n'a pas le choix parce que derrière, si on refuse, quand on est pilote de ligne, on ne peut pas aller se reconvertir dans un autre métier comme ça. La vie change complètement. Donc on a mis les citoyens dans des situations abominable. Ah oui. Et voilà, oui, Marie, elle me disait, mais elle voulait garder son travail et s'était fait vacciner. Et derrière, le plus drôle, mais il faudra qu'on fera une émission avec elle. Marie, c'est son nom de scène, j'allais dire son pseudo. Et elle m'avait dit à l'époque, quand elle avait passé elle avait rien demandé à son médecin, elle n'était pas du tout, entre guillemets, complotiste, ou je sais pas comment on doit s'appeler. Et le médecin lui dit tout de suite, vous n'allez pas tomber dans des trucs complotistes, c'est pas le vaccin, alors qu'elle tombe jamais malade. Donc c'est comme s'ils sont tout de suite sur la défensive, etc. Pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure sur le chikungunya, parce que on peut se tutoyer, j'imagine, Cécile. Oui, très volontiers. Très, très volontiers, bien sûr. On se connaît un petit peu en dehors. Tu parlais de ce qui s'est passé sur justement cette campagne de vaccination. Il y a Louis Fouché et les enfants d'Hippocrate qui en ont parlé très récemment. Alors oui, le chikungunya, c'est surtout à La Réunion que ça frappe fort en ce moment. Et il y a aussi, le vaccin a été déployé à Mayotte. Et effectivement, visiblement, là, je vois qu'il y a de plus en plus d'articles, je connais assez mal le sujet, mais il y a de plus en plus d'articles qui parlent de suspendre ça. Après plusieurs effets secondaires graves, nous dit Ouest France. Alors Ouest France a été parmi les plus durs. Alors il faut les encourager à faire de la bonne information, mais contre le Covid à l'époque, ils avaient été les plus durs à défoncer. François, le Docteton, etc. Dont un décès. Voilà, il y a déjà un décès pour peu de vaccination. Il faut savoir qu'il y a eu j'ai pas envie de dire de bêtises, mais l'alerte sur le chikungunya à La Réunion est très très forte. J'ai des connaissances là-bas et je sais qu'il y a vraiment une forte peur sur la situation. Visiblement, le chikungunya, prenez mes mots avec précaution, j'avais pas prévu qu'on parle de ce sujet-là, mais visiblement, ça serait moins fort que quand ça avait frappé en 2008-2009, à l'époque. Elle est notamment, donc la vaccination maintenue pour les 18-64 ans, malgré des voix s'exprimant pour la suspension totale. Bon, j'ai pas vu ce qui se dit sur la... là, j'ai pris les journaux mainstream qui tombent. Bon, il y a un sujet dessus. Oui. Est-ce que tu veux continuer sur ce sujet des parrainages? On a déjà fait 10 minutes dessus, c'est intéressant. Oui, non, c'est très bien. Où est-ce que les gens peuvent aller suivre l'avancée de ces parrainages? Alors, à ce jour, c'est toujours sur les pages donc d'Ozumani ou Doctoton de Facebook notamment. Donc à ce jour, c'est toujours là, mais on a démarré un site internet et très bientôt ce sera mis à jour. Il y a aussi Dominique Bodino de Viac19 qui a fait des affiches avec les victimes, donc sur son site viac19.fr. Qui a fait des fiches avec les victimes et leurs parrains. Donc, on peut aussi les découvrir là. Et alors, dans l'événement dont on parlera après, donc qui aura lieu en septembre, on va mettre un peu les parrains et les filleuls à l'honneur aussi. Donc, mais pour l'instant, c'est sur Dozumani, sur Doctoton et sur le site de Dominique Bodino. Tu as eu... Dis-nous d'ailleurs quelques noms. Tu as eu qui? Je sais qu'il y a Marc Daoud qui est aussi mon directeur de publication dans notre magazine Nexus. T'as qui d'autre comme personnalité? Alors on a 4 acteurs politiques, ou 4 personnes qui sont liées à un parti politique, soit acteurs politiques ou liés au parti. Et j'essaie d'avoir un seul acteur politique par parti parce que j'ai pas envie que ça soit déséquilibré au niveau politique, des choses comme ça. Donc je fais très très attention à ça. Donc j'ai accepté un acteur par
par partie, donc notamment avec Nicolas Dupont-Aignan, Virginie Joron, Laurence Muller-Brown qui a accepté aussi, et Myriam Palomba qui a aussi accepté d'être marraine, qui est une super marraine d'ailleurs. Et puis, je l'ai dit, hein, Isa Sator, l'artiste peintre, on a une avocate aussi, Elisabeth Oster, qui a accepté d'être marraine. Et puis alors, évidemment, Stéphane Cuvelier, je l'ai déjà dit, Christian Perron qui a accepté aussi, Alexandre Henrion-Côte qui a accepté, Jean-Marc Sabatier. Enfin voilà, on a une trentaine de personnes. Je vais oublier personne. Je suis désolée si j'oublie des gens. Moi-même, je voulais quelques noms. Oui. Je voulais quelques noms, donc pas de souci. D'accord. Je veux oublier personne en fait. Oui, c'est vraiment génial. Et puis on a encore des gens sur une liste. Hein. J'ai encore une liste de quelques personnes qui veulent bien être parrain ou marraine. Et donc là, je vais profiter d'être dans de cette interview pour lancer un appel. Hein. Si des personnes veulent être parrain ou marraine, vous avez accès à un public. Ça peut être un commerçant, par exemple, il y a un restaurateur qui s'est proposé aussi. Donc vous avez accès à un public. Vous pouvez m'écrire. Et si vous êtes victime et que vous voulez être parrainé, vous pouvez m'écrire aussi sur cécile@dosehumani.org. Mais ça, ce serait formidable. J'étais en train de me dire, là, quand tu parles de commerçants, si en fait les gens pouvaient... Bon, on est à peu près sûr qu'on a raison aujourd'hui. Enfin, on demande, on peut pas avoir tort quand on demande une simple enquête scientifique. Pourquoi n'y a-t-il pas d'enquête ? Même si on était complètement pro-vaccin, c'était quand même un produit extrêmement original à l'époque. Il faut qu'il y ait une enquête, c'est quand même fou. Bien sûr. Donc, juste là-dessus, si au moins on met comme ça des tracts, que le boulanger du coin, ah, toi, tu parraines ça ? Qu'est-ce que c'est ? Si ça libère le débat, si ça libère la discussion, le gros problème de cette crise, ça a été que les gens n'ont pas été capables de parler autant les complotistes que les pas complotistes. Donc, c'est recréer du débat, c'est ça qui arrivera à nous faire passer des paliers politiques. C'est majeur. Et c'est l'idée du projet, en fait. Quand on a, je sais pas, moi je veux dire, quelqu'un comme toi, par exemple, tu es parrain, tu touches un public qui est peut-être plutôt complotiste et tu touches un public qui ne l'est pas. Isa Sator, la peintre, elle a certainement dans ses contacts des personnes qui sont complotistes et elle a beaucoup de gens qui ne le sont pas. Alors pour moi, complotistes sont des gens qui dénoncent un complot et pas ceux qui le fomentent. Hein. J'insiste vraiment là-dessus. Mais donc, parce que si on va dans le DICO, c'est ce qu'on trouve comme définition. C'est intéressant. Ah oui, non, mais tout à fait, hein, bien sûr. Comploteur, c'est celui qui le fomente, mais complotiste, c'est celui qui le dénonce, donc c'est un peu différent. Donc, ce qui est intéressant avec toutes ces personnes qui ont et un public dit complotiste et un public qui a adhéré à tout ce qui s'est passé, c'est que précisément, du coup, à leur parrainage, touche les deux. Et donc, on va couvrir des zones qui, pour l'instant, au niveau information, ne sont pas couvertes du tout. Et c'est là que je pensais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire. C'est une manière de sortir de l'entre-soi, quoi, tu vois, de toujours les mêmes personnes à qui on s'adresse, etc. C'est la base. Peu importe les politiques qu'on suit, on avance tous politiquement à la même vitesse et il faut être capable de pouvoir parler et surtout de ne pas convaincre l'autre. Le but, c'est on avance les uns avec les autres, c'est ça qui fait une société. Cécile, on va faire un pas de côté. Merci d'avoir pris le temps de là-dessus. On a d'autres sujets à voir ensemble. Déjà, allons sur... Parle-nous tu as un autre événement qui va arriver début septembre et j'aimerais que tu nous parles en même temps de qu'est-ce que c'est, comment toi tu as cette énergie pour agir. Parce qu'aujourd'hui, moi, il y a beaucoup de monde et moi le premier dans les journaux, finalement, même les médias libres, on véhicule parfois en montrant l'image. Il y a tellement de choses qui vont mal dans le monde aujourd'hui qu'on peut facilement être découragé. Il y a beaucoup de gens qui lisent assidûment l'actualité et qui n'en peuvent plus. Je vois des lecteurs qui nous écrivent qui sont mort dans l'âme, quoi, comme on pourrait dire. Comment est-ce que toi, qu'est-ce qui t'inspire pour agir ? Comment tu inspires pour agir ? Et n'aie pas peur je te donne la liberté de te vanter de ce que tu fais, puisque je vois que tu fais beaucoup sur le terrain et j'admire les bénévoles qui agissent, qui ne gagnent pas un rond avec ce qu'ils font. Même nous, dans les médias libres, on ne gagne pas une cacahuète. Comment ? Alors comment ? Qu'est-ce qui me donne l'énergie ? La première chose, je pense, c'est que ma première valeur depuis toujours, c'est la valeur de justice. Et c'est certainement ce qui m'a fait réagir au moment où il y a eu, on a commencé à imposer le masque aux enfants, isoler les petits, les adolescents, suspendre les soignants, etc. Pour moi, ça venait heurter de plein fouet cette valeur qui est vraiment importante pour moi, qui est la justice.
Et il se fait que la justice, elle est toujours pas là. Et je parle pas de l'organe justice, hein, je parle de la valeur justice, parce que l'organe justice, alors là, n'en parlons pas. Ça, voilà. Mais par contre, la valeur, je me dis, ben voilà, on peut quand même agir pour la faire un peu respecter. Or, ce qui est arrivé aux soignants notamment, aux enfants, aux personnes âgées, tout ça, c'est complètement injuste. Alors, je vais pas faire mon Calimero, mais et du coup, justement, j'ai pas envie de faire mon Calimero. Du coup, j'ai plutôt envie d'agir. Donc, c'est en effet ce que ça provoque chez moi. L'autre chose, c'est que, alors, il y a au moins 25 ans, si pas 30, ma mère un jour m'a dit, Cécile, j'ai l'impression que à travers la télévision, il nous prépare à quelque chose d'horrible. Donc elle m'a dit ça il y a 25-30 ans. Elle m'a dit, on voit des images à la télévision, mais ça déshumanise complètement en fait. On est plus sensible aux horreurs. Donc c'était avec la montée des films, des thrillers, des films où vraiment on a les pires horreurs qui arrivent aux gens, etc. Et elle me disait, j'ai l'impression que ce qu'on voit là, c'est pour nous habituer à voir l'horreur sans y réagir. Et je dois bien admettre que X années plus tard, je pense qu'elle avait raison et que ça a été une grosse préparation de la masse, hein, je veux dire, dont on fait partie évidemment. Et moi, vraiment, c'est ça qui me fait réagir. Et pour moi, ce qui est à défendre aujourd'hui, et c'est précisément le nom de mon association, mais ce qui est vraiment précisément à défendre aujourd'hui, c'est l'humanité. Mais le caractère de ce qui est humain, pas nécessairement en nombre, mais au moins le caractère de ce qui est humain, l'empathie, la solidarité, l'entraide. Pour moi, ça c'est évident qu'on doit se battre pour maintenir ça. Or, ce qui s'est passé pendant 5 ans, là, enfin, au moment du Covid, en tout cas en 2020, c'est que précisément, on a un peu bafoué ça. Et moi, ça m'a fait très fort réagir. Laisser des gens sans possibilité de travailler, sans salaire, des médecins qui ont dû vendre leur maison, des soignants qui sont allés faire la manche dans les métros, qui sont allés à l'aide publique pour manger, qui ont perdu la garde de leurs enfants parce qu'ils pouvaient plus les nourrir. Enfin, c'est immonde. C'est des gens qui nous ont soignés, sauvé la vie pendant toute leur carrière, et puis c'est ce qui leur est arrivé. Et donc le fait qu'on accepte ça, parce que quelquefois les gens me disent oui, mais les gens ne savent pas qu'il est arrivé ça, mais enfin, on en a parlé partout des suspendus quand même. Alors peut-être que, en effet, les gens ne savent pas tout ce qui s'est passé, mais rien ne leur interdit de réfléchir, d'aller se renseigner. Si on en a parlé, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, et on peut pas ignorer ça. Donc moi, j'ai pas du tout envie de l'ignorer. J'ai pas envie de laisser faire cette perte d'humanité. Et donc, c'est pour ça que je réagis, et c'est certainement mon action. Alors, je mets des guillemets parce que j'ai pas de couleur politique, mais c'est mon action politique. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie d'agir. Oui. Ah non, mais ça, il faut vraiment différencier, il faut arrêter avec cet Complètement. amalgame que la politique, ce sont les partis politiques. Il faut arrêter. La politique, c'est la vie de la cité politiste. Donc là, quand tu agis comme tu le fais sur le terrain, quand on parle de politique, on fait de la politique. La politique n'est pas réservée qu'à ces politiques professionnelles. Il faut complètement couper avec ce truc-là. Et il faut s'autoriser à dire, on s'intéresse. Parce que des fois, les personnes, quand je leur pose la question, quel est votre regard sur la politique, ils me parlent que de Macron, Mélenchon et Le Pen. Non, la politique, c'est beaucoup plus large. La politique, c'est comment on se fait avoir sur l'économie, comment on se fait avoir sur l'énergie, sur les prix, sur la dépossession de nos prix sur ces produits-là, etc. Donc, il faut aller bien plus large. C'est passionnant ce que tu as dit sur... Même de notre humanité, d'ailleurs, hein, de la dépossession de notre humanité, et on est en plein dedans, bien sûr. Magnifique. Et c'est fascinant, il faut bien réécouter ce que tu as dit tout à l'heure sur... quand on va voir des films qui en fait nous habituent à voir de l'horreur et qu'en fait on est dans une salle de cinéma et qu'on ne réagit pas, est-ce que le psyché ne s'habitue pas? Effectivement, j'avais jamais pensé. On accepte déjà, bien sûr. C'est comme un autre point sur lequel moi j'alerte quand même chaque fois que j'en ai l'occasion, ce sont les protocoles. Alors on me demande quel protocole. Je dis, mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'il y en a partout. Partout, toute relation humaine aujourd'hui ou presque est régie par un protocole. On entend même des gens dans les magasins, parfois dans les commerces, dire mais non, je peux pas faire ça, c'est le protocole. Mais le protocole, ce qu'il nous pousse à faire, c'est nous interdire de réfléchir. Ça sert à ça. Normalement, un protocole, c'est utile en cas d'urgence ou quand il arrive quelque chose où on n'a pas le temps de réfléchir. Donc, on va chercher le protocole, hop, on lit le protocole et on met en place ce qu'il faut faire. Donc, on a ça en gestion de crise, etc., des protocoles, d'accord.
éventuellement un protocole médical aux urgences de l'hôpital, mais qu'il y ait des protocoles partout pour réguler absolument toutes les interactions humaines, ça n'a pas de sens. Quand on voyait à l'école des enseignants qui se mettaient derrière un protocole pour forcer des enfants à se badigeonner les mains avec le gel hydroalcoolique qui ne sert strictement à rien si les mains sont sales en plus. Donc les obliger, alors que les enfants avaient des crevasses, parfois les enfants pleuraient de mal, mais c'était le protocole, donc il fallait le faire. Là, je veux dire, on a un gros problème. C'est complètement déshumanisé, déshumanisant, et c'est on peut pas se laisser faire là-dedans. Moi, je pense que chacun d'entre nous est là, quel que soit son positionnement, politique, complotiste, pas complotiste, etc. J'ai tout vu, j'ai rien vu, peu importe, peut à un moment dire ah mais attends, non mais c'est une aberration ce protocole. C'est une aberration. J'ai un enfant avec les mains brûlées au 2e degré, il y en a eu dans les écoles, hein, qu'on a forcé à se mettre du gel hydroalcoolique sur les mains quand même. Donc il y a à un moment, nous, en tant qu'être humain, on a une capacité de dire non, ben non, ça je le ferai pas. C'est un peu, tu vois, Milgram Wash, les deux expériences sur le conformisme ou l'obéissance. Mais aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'une personne en chemise blanche. Non, un protocole suffit. À un bout de papier, c'est écrit dessus. Du coup, voilà, je peux rien faire. Mais non, non, vous pouvez toujours dire, ben non, moi j'ai pas l'intention de torturer un petit vieux, une petite vieille, un petit gamin, je n'ai pas l'intention de le faire. Et chacun peut le faire, ça. Et justement, chacun. Non, je suis lancée. Ah non, c'est fascinant, c'est passionnant de t'écouter. Justement, pour agir, parce que j'ai vraiment envie qu'on profite de cette émission. On arrive déjà vers la fin, ça passe vite, mais j'aimerais bien que vraiment on donne des clés aux gens pour agir, pour sortir de chez eux. Parce que moi, c'est ce qui me fait le plus mal en tant que travailleur honnête, mais surtout citoyen, ou on appelle ça comme on veut, mais c'est de pouvoir mettre les gens dans une énergie, justement, de se reprendre en main. La politicienne professionnelle n'apportera aucune solution, peu importe le truc. Il faut arrêter de croire là-dedans. On croit dans le travail sur le terrain. Toi, ton association, comment les gens peuvent te rejoindre et qu'est-ce que tu prévois comme action à court terme ou qu'est-ce que vous venez de faire ces 3 dernières années ensemble? Alors, mais là, en l'occurrence, on prépare un gros événement en septembre et donc les gens peuvent nous rejoindre pour cet événement-là. Évidemment, c'est la première chose que je vais dire. On a créé un site, donc c'est www.uer2025.fr. Si vous allez sur le site, vous trouverez toutes les informations sur l'événement. Donc, c'est dans le Tarn. Du côté de Castres, et c'est les 13 et 14 septembre. Et là, on va réunir toutes les personnes on va tenter de réunir toutes les personnes, c'est pas exhaustif évidemment, mais beaucoup de groupes qui se sont levés depuis 2018 à peu près, tu vois ce que je veux dire, et qui ont dit, ben non, là il y a quelque chose qui se passe qui est pas normal. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est réunir tous ces gens et des citoyens et beaucoup de personnes, des associations, des médecins, des scientifiques, des gilets jaunes, des agriculteurs, enfin vraiment beaucoup de gens, pour qu'on voit un peu, tiens, tout compte fait, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Comment on peut s'unir peut-être, comment on peut s'allier dans certaines démarches, comment on peut se comprendre, apprendre à se connaître, parce que on a tous agi dans notre coin, enfin on était quand même nombreux chacun, mais on a quand même tous agi dans notre coin, et moi je pense que c'est le bon moment pour voir un peu, tiens, mais tout compte fait, qu'a-t-on fait, quels ont été les résultats et que peut-on encore faire ensemble maintenant. En tout cas, apprendre à se connaître. Je pense qu'on va vers un monde, on y est déjà, hein, mais on va tout droit vers un monde où la solidarité sera notre sauvegarde. Et donc, on doit apprendre à se connaître, tous les gens qui se sont levés, qui sont conscients que quelque chose ne va pas. Je pense qu'on doit se connaître, échanger nos coordonnées, voilà, et créer un grand réseau. Et c'est ce que je veux faire à travers cet événement en septembre. Et c'est ce qui va se passer. C'est fantastique. Et Ah oui. Tu as raison, parce que je pense que là, on est en train de vivre un extrême où justement le citoyen est à la fois complètement dépolitisé, au sens où justement on donne tout au parti. Les gens sont aussi chacun à regarder leurs médias depuis chez eux sans agir. Je pense qu'on est sur un extrême où ensuite on va se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus humain et direct. Cécile, magnifique cet événement. On peut suivre son avancée où? Est-ce que ce sera ouvert au public? Alors, pour accéder à l'événement, il faut être membre donateur de notre association.
Donc pour ça, c'est tout simple. Vous allez sur le site www.uer2025.fr et vous voyez comment vous pouvez devenir membre donateur, donc vous inscrire pour l'événement notamment. Je vais profiter d'avoir encore une minute de parole pour remercier tous les bénévoles qui se sont manifestés pour aider lors de cet événement, parce que ça va être juste énorme. On a beaucoup de bénévoles qui se sont manifestés et que j'ai vu ce week-end et que je verrai encore. Et puis on est en train de préparer quelque chose de juste magnifique, quoi. Donc voilà, je voulais les remercier. Merci beaucoup aux bénévoles. C'est génial cette solidarité justement. Et justement, c'est vraiment, surtout qu'aujourd'hui, le travail bénévole n'est vraiment pas reconnu dans notre système économique, où on valorise effectivement tous ceux qui vont faire de la publicité sur des produits toxiques, plus ou moins toxiques. Mais le travail bénévole, quand est-ce qu'on donnera une valeur financière à cela? Parce que notre monde marche sur la valeur financière. Et là, effectivement, comment on considère nos bénévoles qui, justement, font le travail souvent que le gouvernement ne fait pas. Donc, bravo à vous. Merci à vous. Continuez ce que vous faites. C'était un plaisir de vous avoir, de t'avoir, Cécile, Cécile Maïchak du Doctoton sur Nexus. Merci beaucoup. Merci à vous qui avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, ça nous aide énormément. Vous pouvez vous abonner, ça nous aide aussi si vous voulez soutenir. Et n'hésitez pas à aller sur le site de Cécile. À bientôt tout le monde. Bye bye. Au revoir.